Bonjour. Euh, Merci beaucoup. Donc, ils viennent de me dire que j'ai 1 heure. Donc, juste pour commencer, si vous regardez la présentation et le programme, c'est pas les mêmes noms parce ils sont trompés sur le programme papier. Les noms que vous avez sur le programme papier, ils sont sur un poster qui est à l'extérieur, mais qui n'est jamais arrivé en fait. Je m'en excuse. Donc voilà, mes collaborateurs sont ici marqués, Jean-Philippe Mallet, David Machéa, Alan Derrien, Patrice Boissier et Aline Pelletier. Donc là, je vais vous parler des volumes des coulées de lave à la fournaise. Alors déjà, à savoir pourquoi on a besoin de calculer des volumes de coulées de lave, et simplement pour savoir quel est le dynamisme de ce volcan, de voir s'il est en phase d'augmentation de production magmatique, de diminution, essayer de croiser ces données avec la pression qu'on a pu mesurer à l'intérieur de la chambre magmatique, ou en tout cas des chambres magmatiques. Donc c'est très important d'avoir ce genre d'informations. Deuxième information, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer un volume. Vous le savez tous, hein, on compare, soit on a des méthodes très anciennes qui sont d'estimer une épaisseur moyenne et puis de la multiplier par la surface. Deuxième solution, ça serait de comparer des modèles numériques de terrain, c'est ce que je vais vous montrer, selon diverses approches d'acquisition. Je vais vous montrer une approche d'acquisition principalement. Et la troisième, c'est que nous, on a la chance d'avoir un support, ou en tout cas une production magmatique qui est donc chaude, et on utilise aussi l'énergie dispensée par la coulée de lave, lue par des satellites ou enregistrée par des satellites infrarouges, proches infrarouges dans l'espace, et ça nous donne une luminescence qui nous permet d'avoir également une information sur la décharge en magma, en tout cas en lave, en surface, et on peut, en intégrant dans le temps cette donnée, on peut obtenir un volume. Donc, ce sont nos différentes façons d'avoir ces approches. On a depuis longtemps une expertise sur l'utilisation, comme beaucoup de gens ici, bien entendu, d'utiliser des logiciels type Micmac, Agisoft, Photoscan et Metashape maintenant. Donc là, par exemple, c'est un exemple de ce qu'on a eu fait dans le passé avec Alan Derrien sur l'utilisation d'une archive IGN, IPGP, à l'époque IGN, en 1981, donc ressortir des cartons de la vieille donnée, en faire des modèles numériques de terrain. Ici, je passerai tour à tour, je me tromperai fréquemment, je vous parlerai de modèles numériques de terrain, de modèles numériques de surface, modèles numériques d'élévation, mais on s'en fout, dans la mesure où il n'y a pas d'arbres. Nous, toutes choses égales par ailleurs, on a pratiquement partout la même chose. Donc, j'ai le droit de me tromper. Et bien entendu, en comparant, en faisant une soustraction d'images de MNT, on obtient ce genre de données, toujours publiées par Alan Derrien. On obtient des modèles d'élévation qui vont nous donner les contours des coulées et qui vont nous donner également les épaisseurs. Et donc, on peut comme ça obtenir des volumes. L'archive ne nous suffisant pas, on s'est mis à faire nos propres acquisitions, comme beaucoup d'entre vous. Ces propres acquisitions, on les fait par ULM. Donc là, vous avez un des exemples, mais il y a une multitude d'exemples. On vole pendant les éruptions, après les éruptions, avant les éruptions. Pour plusieurs objets, on travaille sur d'autres objets également. Et on fait des photos aériennes, d'abord avec un appareil photo tout simple et quelques points d'appui, puis ensuite un appareil photo et un GPS, et puis un appareil photo et un GPS différentiel. Donc on évolue aussi dans la technique. Mais malgré tout, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est d'avoir la disponibilité de l'agent, la disponibilité du vol, du beau temps sur toute la zone, bien entendu. Et puis, vous voyez, même en ULM, les surfaces couvertes, là, il y a des étudiants dans la salle, donc ne faites pas ça, il n'y a pas d'échelle. Là, en gros, on considère un objet qui fait 2 km par 2 km. C'est difficile de faire plus, même en ULM. En tout cas, c'est long et c'est compliqué. Bien entendu, c'est long et c'est compliqué, et c'est beaucoup plus compliqué quand on parle de drone, mais on utilise tout ce qui vole pour pouvoir faire des photos. Et on a la chance, quand il fait beau, de pouvoir passer plusieurs fois sur les éruptions, et comme ceci, toujours un travail d'Alan Derrien, être en mesure de suivre l'évolution de la mise en place de la coulée. Et donc, en plus d'avoir le volume final, on a des volumes intermédiaires qui vont rentrer dans de la modélisation, que ce soit de la modélisation d'écoulement ou que ce soit de la modélisation en croisant avec les données de sismicité. Tiens, j'en profite, il y a eu des essais de croiser la sismicité et la volumétrie, notamment par M. Battaglia, un chercheur qui était à l'Observatoire pendant longtemps et qui est maintenant à Clermont-Ferrand. Et Jean Battaglia avait réussi à sortir un volume global à partir de l'intensité du CFRAM, ce qu'on appelle le RSAM.
Et en fait, c'est quand même avec des erreurs assez importantes et c'est difficile à faire. En tout cas, ce n'est pas la formule que moi j'ai choisie. Et donc, au final, c'est ce que je vous disais, on regarde l'évolution de la dynamique de ce volcan au travers de tous ces volumes et on voit qu'il y a des périodes de plus ou moins grandes décharges de ce volcan et donc un dynamisme qui est variable dans le temps. Et puis, Formater, grâce à la chaîne de traitement Micmac développée par Marc Saïd de Savigny, ça nous a permis d'aller plus loin et d'utiliser le satellite. Parce que comme vous le savez tous, c'est pas très compliqué de faire de la stéréophotogrammétrie à partir de photos aériennes. Ça l'est un peu plus à partir d'images satellites, notamment à cause de la technique de prise de vue. Et il existe assez peu de codes qui font ça. En tout cas, les codes sur étagère type Metashape, dont je vous parlais tout à l'heure, ne le fait pas. En tout cas, ne le faisait pas jusqu'à récemment. Ici, c'est assez simple. Au final, vous avez entendu parler de Dataterra ce matin et de Formater. Donc, 2 ou 3 images acquises au-dessus de la zone qui sont soit récupérées sur mon ordinateur, soit directement reliées par un pont de portail entre Formater et Dynamis. De là, moi, pour ma part, j'avais des images sur mon ordinateur, je les pousse vers le code DSM-OPT. On va se servir d'un code de référence, d'un modèle numérique de référence pour pouvoir faire une corregistration, c'est-à-dire ce que nous, on appellera en gros la possibilité de faire une orthorectification, le modèle de base, le modèle de référence. Ici, j'avais choisi un modèle que j'avais moi-même produit, mais à l'initial, c'est le modèle numérique de terrain de 2009, qui est couramment appelé le modèle de 2008, 2009, 2011, et livré en 2012. On ne sait jamais quel c'est, mais c'est celui de l'IGN, acquisition LIDAR. Et puis, on laisse tourner le code, ce n'est pas plus compliqué que ça, moyennant quelques paramètres, et on obtient ceci. Donc, au final, bien entendu, pour ceux qui connaissent bien la fournaise, vous savez qu'il est excessivement rare d'avoir une image totale de la fournaise sans un gros paquet de nuages au milieu. C'est possible, mais rarement. Et en tout cas, ça a été rendu possible le 11 avril 2024, où on a récupéré ces 3 images et on a pu produire ce MNT. Donc, c'est le seul MNT que vous verrez aujourd'hui. Ensuite, c'est des modèles d'épaisseur. Il se trouve que des images comme ceci, en stéréo ou en tristéréopléiade, on a pu en récupérer 15 sur la période 2013-2024. Ces 15 ne sont pas parfaites, bien entendu. Certaines ont une couverture nuageuse assez importante, mais ces 15 vont contraindre assez bien en rajoutant en plus 3 modèles numériques de surface de l'IGN, ici en vert. En voilà un, en voilà un autre et en voilà un troisième. En rajoutant le modèle numérique de surface de Copernicus à 10 mètres, ici réalisé à partir des images satellites radar TerraSAR X, on a pu contraindre comme ça 31 éruptions. On voit l'intérêt de cette quantité d'images, que parfois on a une acquisition de 3 images pendant une éruption, mais au contraire, parfois on a plusieurs éruptions qui se suivent sans qu'on ait d'acquisition d'images. Donc on risque un recouvrement de zones par différentes éruptions, par différentes coulées de lave. Voilà quelques exemples de différences de modèles numériques de terrain. Vous en avez vu ce matin présenté par Anne Puissant. Et vous voyez apparaître très rapidement, vous comprenez qu'on a, en faisant une différence, on obtient très facilement des épaisseurs sur différentes éruptions. Ici, simplement, vous vous souvenez, à un moment donné, je vous ai montré une acquisition d'images en plein milieu d'une éruption. Donc là, on voit la dernière partie de l'éruption. Donc on peut calculer comme ça des flux, des variations de flux. Et c'est vraiment très intéressant. Pour les personnes de l'Agora, on voit aussi pousser la végétation. Donc voici les éruptions dont il a été question, les 31 éruptions qu'on a pu monitorer. Et vous voyez que moi aussi, j'aime bien le nid d'abeille, mais pour d'autres raisons. La zone à petits carreaux, c'est la zone qui correspond à la zone non affectée par des éruptions et dont je vais me servir pour caler mes images et surtout calculer une erreur relative. Je vous demande simplement de vous souvenir quelles sont là, ces zones.
Et puis, juste, ce qui est complètement illisible, mais que je présente quand même, c'est ceci. Au nord, vous avez une éruption qui est excessivement petite, qui a eu lieu en avril 2018 et qui n'est pas visible par le modèle parce qu'elle est trop petite, elle est comprise dans la sphère d'erreur. Et ensuite, vous avez une succession d'éruptions entre 2019 et 2020 qui ont lieu au même endroit, pratiquement, et qui n'a pas eu... À ce moment-là, nous n'avons pas pu avoir d'acquisition d'images sans nuages. Donc ici, on ne va pas pouvoir faire la différence unitaire. J'ai un volume global, mais je n'ai pas de volume unitaire de coulée de lave. À partir de là, notre volonté a été de regarder les erreurs, parce que c'est vraiment le problème, c'est à quelle précision, vous avez posé des questions tout à l'heure sur les précisions, et là j'y réponds en partie. On a comparé tous les modèles au réseau de GNSS de l'Observatoire volcanologique, réseau permanent, mais aussi les points non permanents, et on obtient des erreurs qui sont assez importantes. Alors ces erreurs assez importantes, elles sont à deux raisons. On a deux raisons à cela. D'abord, que le modèle d'octobre 2017 est mauvais, parce que les images ne sont pas de bonne qualité, probablement. Je n'ai pas de raison à donner, mais en tout cas, le modèle n'est pas bon. Ensuite, on descend à une erreur de l'ordre de 3,50 m à 4 mètres en absolu. Et on voit typiquement sur cette représentation, que je ne vais pas trop vous lire, mais que c'est surtout dans des zones de pente fortes. Donc ça, c'est simplement lié au fait que la modélisation ne contraint pas très très bien les pentes, mais surtout qu'on va comparer des choses qui ne sont pas comparables forcément, puisque je compare un MNT sorti à une résolution de 1 mètre, ça je vous l'avais pas dit, mes modèles sont à 1 mètre, avec des choses qui sont excessivement ponctuelles. Et dans la pente, il suffit que mon GPS soit positionné en haut de pixels et que les pentes sont fortes, ma moyenne de pente va être tout de suite va jouer sur mon erreur. Donc, plutôt que d'utiliser ce type d'erreur, on a travaillé sur la comparaison, donc attribuer une erreur relative entre les MNT à partir d'un MNT de référence, celui qui a été utilisé dès le départ comme MNT de référence. Alors, on ne va pas bien entendu regarder le tableau dans le détail, mais je vous rappelle que ce travail a été mené sur les différentes zones quadrillées ici. Les différentes zones quadrillées donnent des erreurs, des moyennes, des écarts types. Et en fait, je pourrais vous passer le document, mais croyez-moi, on atteint une erreur relative verticale de l'ordre du mètre. Le mètre 20, avec un satellite qui est à 694 km de la Terre. Donc, j'estime que la qualité est très intéressante. Alors, il n'est pas toujours à 694 km et il bouge un petit peu, mais bon, c'est de l'ordre de grandeur. Bien sûr, à partir de là, on a calculé des volumes, des surfaces, et puis on a regardé qu'en fait, il y avait un lien très fort entre la surface de la coulée et le volume, les erreurs moyennant. On a pu, bien entendu, en sortir, une loi de relation, et cette loi de relation nous a bien entendu permis de retrouver les 5 coulées de lave qu'on n'avait pas pu calculer initialement, puisqu'elles étaient soit trop petites, soit masquées les unes par-dessus les autres, grâce au modèle qui, pour le coup, je vous l'ai dit, boucle à 97%. Et ainsi, nous avons pu obtenir ce cumul des volumes depuis 2010, depuis l'éruption de 2010, avec ces barres d'erreur, ces gammes d'erreurs, ce qu'on n'avait pas jusqu'alors avec une telle précision. Et on a comparé ce qu'on livrait d'habitude, qui avait été obtenu soit par, comme je vous le disais au début, de l'imagerie satellitaire thermique, soit à partir de relevés photographiques classiques, mais pas super bien calés. Et on voit que jusqu'à maintenant, on distribuait des volumes qui étaient un petit peu surestimés par rapport à la technique satellitaire aujourd'hui obtenue. Pour conclure là-dessus, ce que je peux dire, c'est que nous, on est excessivement satisfaits parce que, petit 1, le protocole fourni par Formater aujourd'hui nous permet d'avoir l'assurance d'un maintien en condition opérationnelle du système sans que le scientifique mette les mains dans les babasses. Il y a un ingénieur qui qualifie, une équipe d'ingénieurs qui qualifie le système, qui nous permet de garder ça en opérationnel. En plus, le lien avec Dynamis permet de faire des programmations spécifiques pour avoir plus d'images. On a conduit d'une image par an
Et tant qu'on n'a pas obtenu l'image avec la qualité nuageuse qu'on voulait, il y a des programmations qui sont répétées. C'est tout à fait complémentaire de l'imagerie drone, mais également de l'imagerie aérienne par différents vecteurs. Et ça nous permet de quantifier une erreur, ce qui aujourd'hui, bien entendu, dans toute publication à minima est quelque chose de demandé, et puis qui nous permet également de pouvoir confier nos données aujourd'hui en ayant une crédibilité plus poussée. J'ai à peine dépassé mon temps de 30 secondes. Pour ça, vous avez le droit de m'applaudir. Merci Nicolas. Des questions? C'est de gagner 30 secondes en courant un peu. Merci pour la présentation. Petite question, est-ce que vous avez remarqué des périodicités dans les volumes de lave en fonction des coulées? Je ne sais pas si tous les 10 ans, il y a une coulée qui est plus importante qu'une autre où il y a plus de quantité de lave. Voilà une bien belle question. Non, en fait, on a des cycles. On a des cycles éruptifs avec vous avez vu, les volumes sont pas, les flux ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on n'est pas non plus sur une variable comme celle-ci. Non, franchement, moi, je n'ai pas remarqué. Je me tourne vers mes collègues de l'Observatoire. Je répète parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, il y a une cyclicité sur plusieurs années, mais cette cyclicité est liée à des phases de remplissage et de vidange des champs magmatiques. Mais pour le coup, cette cyclicité, elle n'est même pas en volumétrie, elle ne va pas suivre des normes, parce que comme vous l'avez vu, par contre, on a des débits qui sont donnés en mètres cubes par seconde. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, c'est la norme qu'on utilise tous en volcanologie. Et vous voyez que vous avez des variations dans le temps. Même si les cycles en durée sont à peu près les mêmes, on n'a pas le même flux entre deux cycles. J'aurais voulu savoir si tu allais être au chômage maintenant qu'on n'a plus de coulées depuis un petit moment. Merci Madame Pénobert pour cette question qui est très bonne, qui me permet de rebondir et ça me donne du temps supplémentaire. On fait la même chose dans les rivières parce que c'est pas tant. Alors les rivières qui nous intéressent, c'est les grandes rivières assez larges et pas que. Dans les rivières, on travaille sur la rivière des Remparts. C'est quelque chose qui est depuis très longtemps c'est suivi et on avait un géomètre expert qui avait fait des prises de vue, Monsieur Ducordas, qui avait fait des prises de vue à une époque que tout le monde a dû voir pour faire une orthophoto et de la volumétrie. On fait la même chose dans la rivière des Galets, on fait la même chose dans la rivière des Pluies, dans le cadre de l'OZCR, et on fait beaucoup aussi, on va faire, parce que les données sont là, mais elles ne sont pas encore traitées, on va faire la même chose à partir du 1er novembre, enfin du 3 novembre de cette année, puisque avec le BRGM Réunion, on a un nouveau thésard qui arrive, une vraie bête de course, qui va nous traiter toutes ces données, plus l'interférométrie radar, plus du GPS, pour pouvoir suivre les grands glissements qui ont été montrés ce matin par Anne et qui ont été le sujet de plein d'articles de la part de Christophe Delacour ou encore Daniel Rocoul. J'ai beaucoup pensé aux littoraux, mais vous avez des bandes littorales qui sont fines. C'est difficile de travailler sur vos objets. J'avais une dernière question pour toi. Tu utilises deux méthodes, la méthode plus ancienne et une nouvelle méthode que tu proposes aujourd'hui. Et dans le graphique de fin, on voit une nette différence à partir de 2018. Pourquoi les deux méthodes étaient corrélées avant et pourquoi à partir de 2018, celle que tu proposes reste dans la gamme plus ou moins et l'autre explose complètement? Alors, parce que d'abord, ce sont des courbes cumulées, donc forcément, l'erreur va être cumulée également. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une telle différence. Ensuite, parce qu'à partir de 2018, on va beaucoup plus utiliser de l'acquisition à partir du LM et on est moins bien calé. Pourquoi? Parce qu'avec l'ULM, on travaille sur des objets beaucoup plus petits. Et je vous invite à aller voir sur le volcan pour chercher des points de calage a posteriori. Rien ne ressemble plus à un caillou qu'à un autre caillou. Donc forcément, les calages sont moins bons et on s'appuie beaucoup plus sur le calage de l'image qui est taguée par un GPS embarqué. Et forcément, il y a un peu plus d'erreurs.
Alors que sur des photos IGN, typiquement, c'était tout le volcan qui est découvert, donc vous pouvez aller chercher des points de calage, des GCP beaucoup plus loin. Oui, bonjour. J'avais une dernière question. Pour ce qui s'agit des coulées qui finissent dans la mer, comment est-ce que vous faites pour les volumes qui finissent dans la mer, du coup, parce que vous n'avez plus le MNT? Alors, c'est une excellente question. La seule fois où on a pu faire des vraies mesures, c'est sur l'éruption de 2007, parce que par chance, il y avait eu une étude bathymétrique, enfin une étude océanographique physique qui avait été menée avant et une après. Et il y avait une cartographie. Mais même là, le problème, c'est que les bateaux ne s'approchent pas trop de la côte, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Notamment le Marion Dufresne, une avarie, et il est vite avec Tétastar. Il serait deux, ça ferait beaucoup trop. Et donc, on ne fait pas. On ne fait pas. Par contre, grâce au flux thermique vu par les satellites type Aster, MODIS et autres, c'est pas la même chose. On ne quantifie pas un volume en regardant simplement la coulée a posteriori. On fait à chaque passage de MODIS une image de la luminescence. Et c'est l'intégration dans le temps qui va nous donner le volume. Donc, la coulée, elle a dû passer sur Terre avant d'aller sous la mer. Donc, on va la comptabiliser, celle-ci. Il avait dit la dernière, mais Ouais. Jean-Marie, la dernière. Quasiment en lien direct. Est-ce que cette méthode développée notamment sur formateur de comparaison de MNT, elle pourrait être appliquée à des comparaisons de bathymétrie pour trouver des volumes de coulée comme à Mayotte par exemple? Jean-Philippe Osco. C'est... Enfin, moi, j'imagine que oui, mais je pense que Jean-Philippe va répondre. Après, la force de Formater, c'est de pouvoir faire un modèle numérique de terrain à partir d'images satellites dont l'acquisition est un petit peu différente de l'acquisition optique classique. Là, ce dont tu parles, c'est des levées bathymétriques, donc c'est la même chose qu'un LiDAR, tu as directement ton nuage de points. Donc la force de Formater, c'est de faire le MNT, toi tu l'as déjà. Ah, la corrégistration, alors. Ah oui, ben là oui, effectivement. Sur la corrégistration, effectivement, de toute façon, c'est en ayant des nuages de points initiaux et puis secondaires, tu peux tout de suite essayer en disant ceux-là sont stables. Oui. Très bien, merci. C'était la dernière question. On va passer directement au deuxième sujet de cet après-midi.